Bonjour, bienvenue à l'épisode 11 d'OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Alexandra Masson. Donc, Alexandra, elle étudie principalement en sciences cognitives au doctorat. Donc, puis présentement, elle se dédie beaucoup plus ses tâches, du moins ses occupations à finalement comment démocratiser, si on veut, toutes les technologies numériques, puis comment finalement une compagnie pourrait s'approprier finalement, ou aller chercher du moins des employés qui sont capables de répondre à ses besoins numériques. On a parlé finalement quand même globalement de tout l'aspect numérique. On a rentré aussi un peu dans les détails dans le machine learning puis l'AI. On a parlé assez global, là, pas juste spécifique vraiment sur l'AI, le machine learning. Donc, Alexandra travaille pour Québec International, finalement, c'est un organisme qui tente de promouvoir, faire rayonner Québec à l'international, ou comment aller chercher du recrutement international, ou comment faire valoriser les profils ici et les entreprises d'ici. On a parlé aussi un peu de son mandat qu'elle occupe aussi auprès d'un organisme là, qui finalement vise à promouvoir les sciences auprès des jeunes filles. C'était vraiment intéressant tout ça, puis on a eu des bonnes discussions avec ça. Ça a été vraiment un aspect un petit peu, des fois un peu plus philosophique des fois, puis certaines discussions tournaient autour de ça. Vraiment une personne extrêmement intéressante à discuter avec. Puis j'ai bien hâte de... J'espère que vous allez aimer ça vous aussi. Sinon, vous avez des commentaires, toujours m'écrire, des personnes à me recommander, toujours intéressé. Puis, en date, l'épisode reste de sortir. Il y a un prochain Meetup qui s'en vient, là, qui est prévu le 7 novembre. Il faut aller voir la page Meetup Machine Learning Québec, finalement, qui est un autre projet avec lequel je m'occupe avec Nicolas Garneau, que j'ai reçu pour le premier épisode. Puis sinon, je tiens à remercier toujours mes commanditaires, qui est le SPLA, l'Agile, l'Allier et Dotlayer, qui finalement me supportent dans mes activités. Puis si vous avez d'autres choses, je n'ai pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Puis sinon, je vous souhaite une bonne écoute. Avec un gars de Elementai qui me disait qu'ils organisent un événement le 9 octobre à l'Assemblée nationale. Les autres, il me dit chaque année, puis il me dit pas, c'est la deuxième année, on organise un événement pour faire connaître ce qui se fait en AI à nos pouvoirs publics. Il faut un peu de lobbying aussi. Lobbying, là, exactement. Mais il dit cette année, on veut partager la patinoire avec tous ceux qui en font. Fait qu'ils font un événement le 9 octobre où ils invitent d'autres compagnies. Tu sais, comme lui, il est plus évident, il les connaît, là. Coveo, évidemment, il est comme appelé Coveo tout de suite, puis il travaille déjà avec. C'est les plus gros joueurs. Mais il me dit à Québec, moi, je connais personne. Fait que là, moi, je vais faire circuler dans le réseau. Fait que si ça t'intéresse aussi d'être là, ça te permettrait aussi de rencontrer du monde pour le podcast. Puis ouais. Puis ça serait le fun aussi. Parce que, tu sais, on parlait de Martin, mais je pensais inviter Martin aussi, là. Puis d'autres, là. Il y en a plein d'autres aussi, là. François Laviolette, c'est sûrement. Ben, François, tu sais, Christian, à l'université, évidemment, mais du côté entreprise, il y en a tellement qui se sont partis dans les derniers mois, là, que ce serait le fun de les avoir, là. Puis ça serait le fun aussi, j'aimerais ça. J'essaie de pas prendre, comme j'ai dit, pas juste du technique. Avoir quelqu'un, mettons, un député ou quelqu'un qui dit, ben, moi, comment je vois ça, la législation de ça, comment je vois ça, même dans mon travail à moi, de réglementer ça. Il y a la MEF que j'aimerais aussi recevoir pour voir, là, ils ont le premier directeur sur InsurTech, puis un autre titre que j'ai oublié, en tout cas, finalement, qui s'occupe de voir c'est quoi la réglementation qu'on devrait mettre pour l'InsurTech, qui est la nouvelle en vogue, de finalement prendre une nouvelle technologie puis de casser un peu les habitudes, d'apprendre les méthodes habituelles. C'est ça. Puis j'aimerais ça les recevoir pour voir comment on réglemente ça, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la vision, c'est quoi vous pensez qui va arriver, les conseillers, robots conseillers, ça s'en vient aussi en finance, mais beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait s'il a fait un mauvais conseil, c'est la responsabilité de qui, c'est qui va s'occuper de ça, là? Ça va être intéressant de voir. T'as le côté artistique de ça aussi, là, qui est intéressant. Oui. Ben, sur la création artistique, là, il y a Stingray qui s'est positionné depuis... Eux autres, c'est l'affaire de musique, c'est ça? Ouais. Eux autres, ils sont positionnés depuis 1 an et demi, 2 ans. Il y a une fille qui fait son PhD chez eux sur étudier comment les droits d'auteur par rapport à la création artistique en AI. Il y en a une qui était venue au rendez-vous hier, il me semble. C'est ça, c'est elle. Caroline Jonert. Ouais, je pense que je me rappelle plus de son nom, mais c'était vraiment intéressant justement de voir. C'est super intéressant, moi je l'avais vu en panel. C'est inspiré par un humain, puis là on fait une œuvre d'art avec ça, c'est qui, genre, puis si mettons ça l'aide, parce qu'elle a dit aussi c'est l'AI, s'il aide un artiste à créer quelque chose, ben tu sais c'est quoi finalement exactement. Tu sais il y a David Usher qui a parti sa compagnie en AI justement, création artistique avec AI. Et il travaille avec le MILA puis avec d'autres centres de recherche pour justement
pousser un peu plus loin la réflexion, de savoir, ben là, moi, je travaille avec ça, mais ça reste que c'est moi l'artiste, c'est moi le créateur. Fait que... c'est-tu celui qui a conçu l'algorithme qui est créateur? Tu sais, c'est touché quand même. C'est vraiment intéressant de voir ça, c'est parce que... Mais ce qui est... hier, j'ai parlé avec Justine Lima, je sais pas si tu connais. Elle a fait son doctorat en management, puis elle s'intéresse beaucoup justement aux ressources humaines, l'impact sur les ressources humaines, avec l'AI, sur la gestion des équipes, sur finalement tous les facteurs humains. Puis, j'oublie, je m'en allais avec ça. Qu'est-ce qu'on parlait déjà? Facteur humain, RH, les impacts de l'AI. Oui, c'est ça. Puis finalement, tu sais, comme on discutait, de dire, tu sais, il faut que ce soit accepté aussi socialement. Puis comment qu'on étudie ça après coup. Tu sais, au lieu de le faire après coup, on le fait beaucoup en amont, ce qui n'est pas habituel. Normalement, avec les technologies, normalement, c'est, ben là, on fait une techno, puis il se passe de quoi pour les cas. Ah, ben là, mettons, Desjardins. On veut corriger la loi sur la sécurité des données à cause des Desjardins. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un impact majeur, mais on l'a pas fait en amont. Mais là, on est comme en train de le faire en amont, puis de se dire, mais c'est une bonne chose, ça? On devrait-tu faire ça? On devrait-tu sécuriser ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est intéressant de voir. Puis on n'a pas le choix de le faire en amont, parce que l'humain est tellement impacté directement. Puis les RH, c'est un bon exemple, parce que si tu te rends compte que ton algorithme, il sélectionne du monde qu'avec le nom typiquement québécois, puis tu regardes, tu viens de te donner un biais là, énorme. Là. Ouais, mais il y avait, je sais pas si tu as entendu parler, j'ai fait trois fois, je pense que j'en parle de cet exemple-là. C'est un modèle qu'il avait appris pour dire, classifier c'est qui allait en prison ou non. Puis, ben, il avait pris un dataset, mais il était biaisé parce que l'humain il fait de la ségrégation, finalement. Fait que, il a fait du profilage racial, plutôt, là, c'est le bon terme. Mais parce il avait appris des différents jugements. C'est ça, ben, il a juste mimiqué finalement de dire, ben, l'humain c'est ça qu'il fait, fait que moi c'est ça que je mets en place. C'est ça. Vous m'avez dit de faire ça. Mais, puis il y avait aussi François qui m'avait parlé d'un cas où est-ce qu'il. Tu sais, comme à quel point la collecte des données est importante, c'était pour. Je me rappelle, mais c'était en biomédical. Finalement, il y avait un appareil qui prenait des données. Puis il y avait deux appareils différents pour les bons résultats et les mauvais résultats avec le mauvais appareil. Les bons résultats, c'était l'appareil qui sortait. Mais c'est ça, la même. François m'en avait parlé de ça. L'appareil, là, finalement. Là, t'es comme, ben, tu sais, faut que tu comprennes qu'est-ce que tu fais. Puis c'est pas aussi simple de juste dire, ben, je prends des données, je fous ça dans un modèle, puis c'est fini. Puis on regarde après ce qui se passe. C'est ça. Fait que c'est là, parce qu'on se fait vraiment comme confronter à nos faiblesses finalement, puis c'est ça que je pense qui est le plus difficile. Tu sais, l'auto autonome, on se rend compte qu'en bout de ligne, elle conduit mieux que nous, mais c'est comme, là, c'est pas un humain qui frappe un autre humain, c'est un robot / intelligence / ordinateur qui frappe un humain, qui peut tuer un humain. Fait que là, c'est comme différent, c'est comme une autre espèce que nous qui nous attaque. Fait que là, c'est pour ça que je pense que publiquement, c'est beaucoup plus observé que le nombre de personnes qui meurent sur l'auto aux États-Unis par rapport aux autos autonomes, ça n'a même pas rapport là-dessus. C'est ça. C'est 10 fois moins d'accidents par tant de kilomètres que par rapport à un humain. Non, mais ça, c'est clair. Puis si tu comptes ceux qui meurent par balle, ben là... Ah, ça, c'est ça. Ça, c'est un autre problème. Mais il y avait... Je me trompe pas, c'est en mai, à la date où est-ce que c'était le débarquement de Normandie, le 60 ans, je pense, on a fait la même 70 ans, il y avait plus de gens qui étaient morts à partir de genre janvier jusqu'à avril qu'au débarquement de Normandie, par balle aux États-Unis. C'est ça. C'est quand même effrayant. C'est pas mal effrayant. Mais ça, c'est une autre discussion. C'est ça, c'est garde. Et je vais te présenter un peu aussi, on est parti là. Ouais. Alexandra Masson. Bonjour. Merci d'être venu. Parlons un peu ton parcours pour commencer aussi, parce que j'en ai parlé un peu sur l'annonce Facebook, mais t'as moins le profil typique, là, et présentement tu travailles un peu moins en IA. Ben, en fait, tu ne travailles pas en IA du tout. Pas tout. Mais tu promouvois quand même les technologies. Exact. Moi, je travaille pour l'Agence de développement économique de la région de Québec, Québec International. Puis, mon rôle, c'est vraiment de faire rayonner les technologies ici dans la région, solutions numériques et AI, parce que je pense qu'on n'en entend pas assez parler, mais... Mon parcours est un peu atypique parce que je viens bien modestement de ce milieu-là à une époque où c'était pas sexy d'être en intelligence artificielle. C'était pas encore aussi populaire et bien défini de même aussi. Hein? Exactement, c'était quelque chose de très pluridisciplinaire. Moi, je suis linguiste de formation. Mais j'ai travaillé en traitement automatique des langues, donc et ça c'était quand j'ai commencé mes études supérieures il y a un petit bout de temps. L'NLP dans ce temps-là c'était encore PostTiger, HMM, les chaînes de Markov, là, c'était pas, il y avait pas du tout d'RNN, etc. Là. Non. En fait, j'étais dans un laboratoire d'informatique où il y en avait qui en faisaient, qui en parlaient, mais c'était ça, c'était des groupes d'illuminés auxquels on croyait pas vraiment à cette époque-là. Fait que c'était pas
c'était pas le fun d'être nécessairement dans ce domaine-là parce qu'on était vraiment à la conjonction de plusieurs domaines. Des sciences molles et des sciences plus exactes, plus dures. Ouais, exactement. Mais effectivement, c'est ça qui est le fun quand même, je pense, avec ça, c'est que le AI permet d'avoir vraiment, comme tu dis, la conjonction de plusieurs secteurs, puis là, il n'y a plus de hey, je ris de toi parce que t'es en sciences molles. Exactement. Puis on n'a jamais eu autant besoin des sciences humaines aujourd'hui avec l'intelligence artificielle parce qu'on a besoin de connaître mieux l'humain pour pouvoir avancer là-dedans. Donc, c'est enfin l'avènement des profils atypiques. On en entend beaucoup parler, des profils atypiques, des gens qui étaient un peu toujours entre deux chaises. Je me souviens d'avoir rempli des demandes de bourse ou des demandes de subvention où je rentrais jamais dans les cases parce que j'avais un profil sciences humaines à la base, avec beaucoup de mathématiques évidemment quand même, mais j'étais à la frontière de ces deux mondes-là. Moi, j'ai fait une partie de mes études en France et il y a un concept qui avait été inventé en France qui était la double diplomation de deux universités différentes. Donc moi, je suis à la fois diplômée d'université scientifique puis d'université littéraire, les deux en même temps. Donc, on avait... C'est quand même le fun de pouvoir mélanger une certaine forme de deux intérêts puis de pouvoir essayer de recouper ces secteurs. Exactement, parce que clairement, moi, j'avais aucun intérêt pour les sciences physiques ou pour la biologie. Là, fait que c'était pas une avenue pour moi, mais les maths, ça m'a toujours intéressée. Les langages formels et la logique, c'était comme naturel chez moi. Fait que ça m'a permis de continuer dans cette voie-là, de continuer à faire, y compris du traitement du signal, mais en n'ayant pas fait de biologie, puis en gardant ce que j'aimais, qui était l'attrait pour la linguistique et pour les différentes langues, finalement. Donc ça, c'était le fun d'avoir accès à cette double diplomation, mais c'était pas un parcours tracé d'avance. Il y a certaines formations pour lesquelles j'ai fait partie de la première cohorte aussi, fait que c'était beaucoup d'ajustements. Donc, c'était... Fait que c'était pas si facile que ça. Non. Il fallait bûcher un peu. Là. Il a fallu bûcher un peu. Mais c'était le fun. On était des petites cohortes aussi. Là. Souvent, on était peut-être 7, 8, 10 étudiants dans le groupe. Là. Aussi. Dépendant aussi du genre d'environnement qu'on aime. Là, mais c'est ça. Ça fait plus des liens finalement. Puis souvent, tu vas te suivre jusqu'à la fin des études. Exact. Puis les interactions avec les profs aussi sont bien différentes. Tu es capable d'aller plus loin. Là, tu peux pas vraiment... C'est difficile d'avoir avec les professeurs. Là. Exact. Fait que ça, c'était la partie le fun. La partie moins le fun, c'est que tu es dans des petits groupes de recherche, dans des petits labos isolés. Tu te rencontres 1, 2, 3 fois par an quand il y a des colloques, des conférences un peu sur la thématique sur laquelle tu travailles. Mais les moments d'interaction avec les gens qui étaient sur le même sujet que moi, c'était 3 fois par an. Donc, le reste du temps, en fait, moi, c'est ça qui m'a fait rapidement m'éloigner de la recherche parce que j'avais besoin de cette interaction-là que je retrouve aujourd'hui au quotidien parce que je suis capable de marier mon parcours académique avec l'industriel, avec les rencontres avec les entreprises. Puis je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Là. Je me compte très chanceuse aujourd'hui d'avoir la job que j'ai aujourd'hui, qui est de faire rayonner le meilleur des deux mondes. Puis l'intelligence artificielle est un bon exemple parce que le lien entre la recherche et le marché est tellement court que ça se fait directement. Puis c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a monté avec le rendez-vous en intelligence artificielle à Québec, avec les équipes de l'Université Laval, donc le CRDM qui est directement impliqué dans cet événement-là avec nous, avec l'ITIS, puis avec Enseignement et AgWorks qui est devenu Bentley Systems. Là, il y a une belle chimie autour du groupe, autour du comité de programmation, pardon, puis il y a Coveo qui nous a rejoint cette année aussi. OK. Fait que il y a vraiment une belle chimie. On essaye d'être très complémentaires autour de la table, puis on essaye de faire rayonner au mieux tout ce qui se fait en techno ici, régionalement, mais aussi de montrer un peu ce qui se fait ailleurs, d'ouvrir des horizons, puis de faire que ce soit à Québec qu'on se réunisse. On a tellement l'habitude d'aller à Montréal pour ça. Plus fancy, San Diego, etc. Exactement. C'est sûr que Québec en hiver, c'est comme un petit peu moins couru, mais... Oui, mais il y en a que ça peut être un intérêt. Tu sais, nous autres, c'est que on le vit depuis X nombre d'années, puis là, à chaque année, ça revient la neige, pelletée, tout ça, mais quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, c'est quand même une expérience intéressante. Définitivement. Moi, ma saison préférée ici, c'est l'hiver.
Ah oui. Mais je pense, faut aimer aussi un peu les sports d'hiver ou aimer définitivement. Parce que sinon, si tu rentres dans une morosité, puis c'est long, là. Mais justement, comment on peut attirer, disons, des profils, des gens à l'international pour venir travailler ici? Est-ce que c'est un nouveau mandat? Oui, c'est un de nos mandats chez Québec International de faire de l'attraction de talents à l'international, puis notamment dans tous les secteurs qui sont en tension. L'informatique, les TI, on fait c'est majeur. 60 000 il n'y a pas longtemps, là, juste pour suffire à la demande. Puis ça, c'est pas on augmente, là, c'est juste pour remplacer les postes manquants. Là. Exactement. Quand on a commencé l'émission de recrutement en 2008, déjà à l'époque, on mettait des chiffres et on faisait des belles additions pour dire qu'il allait manquer à peu près 17 000 ou à 20 000 postes d'ici 2017. On est rendu en 2019, puis là, c'est sur toutes les lèvres. Il y a un enjeu clair de trouver la bonne main-d'œuvre pour continuer à être ce que la région de Québec est, un gros pôle d'innovation et de recherche et développement, mais on a besoin des têtes pensantes pour le faire, on a besoin de bras pour le faire. Mm-hmm. Donc, puis les TI ont été les premiers à participer aux missions de recrutement en 2008, puis ils sont encore très présents aujourd'hui. Puis ce qu'on voit, c'est que on parle souvent du secteur des TI, mais c'est même plus un secteur. C'est tellement transversal. On a tellement besoin de compétences dans tous les secteurs que... En santé, en sciences, c'est ça, jusqu'au manufacturier. Oui, effectivement, ouais, partout. Fait que partout, c'est rendu que c'est rendu une fonction transversale de l'entreprise, les RH, l'informatique et compagnie. Ouais. Puis on en a besoin partout, là. Puis on a besoin que ce soit partout. Ceux qui le cloisonnent, c'est ceux qui, je pense, vont manquer le bateau au bout d'un moment parce que t'as besoin d'en faire partout, t'as besoin de comprendre comment ça marche partout. Donc, il y a cet enjeu-là à faire comprendre là, aussi. De pas finalement juste faire un département IT, mais ça. de dire, prends tes gens, mets-les un petit peu partout. Là. C'est ça. Puis finalement, je sais pas si tu connais l'approche Spotify, là, les autres qui fonctionnent, c'est comment t'as un sens, t'as des professionnels dans une technologie, si on veut. Mm-hmm. Alors, c'est pas professionnel dans un sujet, mettons, moi je suis professionnel, je sais pas, en marketing, mais j'ai des professionnels qui peuvent venir m'aider dans une technologie, comme mettons dire, moi je suis un pro d'NLP. Puis là, ces gens-là se promènent des équipes, mais les gens, dans l'autre sens, ne se promènent pas d'équipe. Fait que ça permet justement de dire, je prends mon candidat de la personne des TI professionnelle dans quelque chose, je l'envoie dans les équipes, mettons, les aider à monter telle affaire, pour ça il s'en va sur un autre projet, mais il est spécialisé dans cette technologie, qui utilise, puis qui essaie d'aider les autres, puis les autres, être dans qu'est-ce qu'ils connaissent. Il ne connaîtra pas le marketing, mais il va venir t'aider pour les TI. C'est ça. Je pense qu'il est plus facile. Puis c'est sûr que c'est plus difficile de se rappeler. C'est pas tous les profils parce qu'il faut essayer d'être. Faut se faire promener un peu puis travailler avec plusieurs gens puis gérer tout ça. Là. Mais c'est quand même une approche qui est intéressante. Là. C'est clair. Mais en fait, nous, chez QI, chez Québec International, on a un peu ce modèle matriciel-là où on a des collègues qui sont sectoriels. Moi, je suis comme à la marge entre sectoriel et non sectoriel, parce que le numérique, c'est tellement large, mais on a des collègues en santé, on a des collègues sur tout ce qui est art numérique, divertissement interactif, tout ce qui est jeux vidéo notamment. On connaît bien Québec aussi qui est très présent. Non? Exact. En agroalimentaire aussi, et puis tout ce qui est construction. Fait que ça, c'est des gens qui sont vraiment spécialisés par secteur, on va même dire par marché, en fait, par marché d'application des technologies. Puis souvent, on arrive en duo. Moi, j'ai l'expertise plus numérique, technologique, puis est-ce que cette technologie-là peut s'appliquer au secteur de la santé? C'est mon collègue qui va être le mieux placé pour comprendre comment ça pourrait servir à son secteur. Fait que on est souvent par deux quand on approche, quand on accompagne une entreprise, parce que ça permet une richesse comme ça d'avoir les différents horizons. Là. Qui est finalement la multidisciplinarité dans des équipes qui est plus intéressante. Là. Puis comment, mettons, est-ce que vous faites beaucoup solliciter par les entreprises ici pour dire hey, on cherche des gens en AI, on cherche des gens en techno, c'est quoi à peu près le challenge qui est présentement? Est-ce-tu genre tous les jours vous faites appeler puis harceler ou c'est assez sporadique? C'est pas mal tous les jours qu'on se fait appeler pour des nouvelles ressources. OK. Aussi spécialisées, les gens vont pas mettre une étiquette, ils vont me dire je cherche quelqu'un dans mon département TI. Ça va être plus large que ça. Mais c'est quotidien. L'équipe chez nous en attraction de talent, il y avait moi ça fait 11 ans que je suis chez Québec International. Il y avait une personne il y a 11 ans
Ils sont peut-être, je sais pas, 25. On les compte plus. Il en arrive presque toutes les semaines. OK. Puis eux autres, c'est eux qui s'occupent d'aller chercher les talents à l'extérieur. En fait, ils ont différents rôles. Soit d'activer les différents réseaux qu'on a montés sur place au travers des années. Donc, on a des réseaux sur les pays dans lesquels on le va le plus. Par exemple, donc France, Belgique, tous les pays de la francophonie, évidemment. Ouais, c'est toujours plus facile parce qu'il n'y a pas la barrière linguistique. Exactement. Mais beaucoup en Amérique du Sud aussi, parce qu'il y a beaucoup de francophiles en Amérique du Sud. Donc, des groupes d'alliances françaises qui forment par des cours de français. Okay. Quand on a commencé l'émission de recrutement sur l'Amérique latine, on avait finalement des gens qui parlaient très peu le français. Puis quand ils ont vu que notre démarche était sérieuse et que les gens qui arrivaient ici se trouvaient vraiment un job et que ça se passait bien et qu'ils étaient bien intégrés dans leur organisation, ben là, ça a vraiment débloqué. Et on arrive aujourd'hui à faire des missions de recrutement le plus souvent virtuelles parce que sur l'Amérique latine, le territoire est tellement large que c'est très grossi. Là. C'est difficile. C'est difficile de choisir une place. Par exemple, dire je vais à Brasilia ou je vais à Rio, puis je vais faire une journée de recrutement. Les gens sont tellement obligés de prendre l'avion, même pour se rendre là, que les dépenses sont énormes pour ces gens-là de pouvoir se déplacer pour une entrevue qui va durer 15-20 minutes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vient pour les entrevues. Alors que là, on le fait dans le confort du foyer des gens. Nous, on organise ça soit à nos bureaux, soit on loue même des bureaux maintenant parce que c'est plus assez grand chez nous pour faire les missions de recrutement virtuelles. Donc, qui permettent de faire un maximum d'entrevues avec des gens qui prennent le temps chez eux de faire l'entrevue. Puis le plus souvent, maintenant, ces gens-là parlent un français suffisamment fonctionnel pour arriver demain et commencer à travailler. Là. Bon, la réalité des choses, c'est qu'ils n'arrivent pas demain parce qu'on s'entend que il y a un délai aussi. Il y a des délais, ben oui. Puis quand tu déménages avec ta famille, on s'entend que ça ne te prend pas 2 jours. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a ces enjeux-là. Mais il reste qu'on a des enjeux de formation de notre main-d'œuvre ici aussi. Il y a eu quand même des plus. Au niveau technique, le cégep Sainte-Foy a mis en place des techniques en AI, en Big Data. C'est ça, c'est en Big Data, je pense. Big Data, puis AI, ils viennent de le partir ici, en septembre. À l'Université Laval, on a la maîtrise professionnelle en AI. Fait on commence à former ici du personnel qui va pouvoir rentrer dans les entreprises assez rapidement. Ben, la maîtrise, c'est assez rapide. J'ai un ami qui a commencé à cette période-là l'année passée, puis il finit en décembre. Là. Ouais. Fait que c'est quand même très rapide. En 1 an et demi, il a fait ses cours en 2 sessions. Après ça, c'est un été de stage, un automne de stage, puis bien sûr, c'est fini. Fait que quelqu'un qui veut rapidement rentrer sur le marché du travail, faire ça, en 1 an et demi, presque 2 ans, mais 1 an et demi, mais il est prêt à avoir un emploi. Exact. Puis l'accompagnement de l'université est là. Camille fait un très bon travail pour ça. Puis c'est ça. Ils ont des formations, on les garde, ils ont des... Fait que c'est quand même très bien. Là. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner à long terme, là, par contre. C'est quoi, mettons, qu'est-ce que vous anticipez sur ça? Est-ce que ça serait, mettons, 100 personnes par année qui sont formées? Ou ce serait quoi? Qu'est-ce qui serait l'idéal, mettons? Mais je dirais le plus possible, tu sais. Le plus possible? Mais écoute, on le sait, on le sait qu'on a un enjeu démographique au Québec en général, à Québec également. Fait que le plus de personnes en arrivent à former sur ces nouvelles technologies qui sont très, très en demande. On a le meilleur exemple, c'est Coveo à Sainte-Foy. Ils sont en train d'agrandir leur bureau. Ils demandent que ça à en embaucher 25 demain. Fait que la seule limite, c'est ce que le bassin de personnes disponibles. À Québec, au moment où on se parle, chez les 15-44 ans, il y a 9 personnes sur 10 qui sont en emploi. C'est quand même beaucoup. C'est pas mal énorme. Fait qu'il reste une personne sur ces 10-là qui est en emploi, souvent avec pas le bon profil, on va se le dire. Fait que c'est tellement tendu, le marché à Québec, qu'on n'a pas le choix d'en former plus, de sensibiliser plus. Moi, avec mon chapeau de bénévole, je m'occupe d'une activité, d'un événement qui s'appelle Les filles et les sciences, un duo électrisant. Puis notre job, c'est de faire de la sensibilisation auprès des jeunes filles, puis dire que c'est peut-être pour toi aussi. Les sciences, ça peut être pour toi aussi. Exact. Fait que ça, c'est au moins de ne pas se fermer de porte. On sait que les filles sont de bons élèves. En général, elles sont très scolaires et elles sont capables de bien naviguer dans le milieu scolaire québécois.
Puis, mais il reste qu'elles ont l'intérêt souvent pour le côté social, le côté humain. On a aujourd'hui des formations qui ont les deux. Puis l'IA est un bon exemple. Donc, on est capable de rencontrer le meilleur des deux mondes. Puis, on parlait de formation atypique. Ben, clairement, d'aller mixer une formation plus sociale, plus sciences humaines avec de l'informatique. Je veux dire, c'est la recette, je pense, pour avoir de meilleures entreprises demain. Qu'est-ce que vous faites, mettons, comme activité concrètement pour essayer d'intéresser les filles ou les sensibiliser à venir en sciences? On leur fait découvrir, en fait, c'est des ateliers, puis des kiosques, où on leur fait découvrir manipuler. Donc, ça peut être en biologie, ça peut être des ateliers d'informatique, de manipulation en robotique, fabrication de vaccins. Il y a GSK qui est là à chaque année depuis plusieurs années. Ouais. Robotique, qui est une entreprise de la Rive-Sud qui fabrique des grippers robotisés. Ils sont là depuis... Oui, exact. Quelqu'un est venu présenter une... Exactement. J'ai oublié son nom, mais je me rappelle qu'il est venu présenter de tout. Il était à l'Université de Montréal, je pense. Fait ça ou je me trompe? Oui, en fait, un des 3 cofondateurs est à Montréal, à l'ETS, et c'était une de ses étudiantes qui est venue présenter. C'est ça, je savais que j'avais vu. C'était vraiment intéressant, justement, qu'est-ce qu'il parlait. Puis c'était cool. Les autres, c'était sur comment il était capable finalement de grabber un objet puis d'être capable de garder une force de préhension pour pas le briser, mais pour être capable de le maintenir comme un œuf. Pour un humain, c'est facile, mais pour un ordinateur, c'est encore très complexe. Là. Exact. Fait que ça, c'est une entreprise qui vient à chaque année depuis 3-4 ans, qui fait programmer les filles sur ses robots. Très cool. Fait qu'on on a vraiment des beaux ateliers qui leur permettent de comprendre au quotidien qu'est-ce que c'est, puis de leur dire, regarde, continue le plus longtemps en sciences, ne te ferme pas de porte, puis après, tu décideras. Après, tu décideras où tu veux aller et ce que tu veux faire dans la vie. Là. Ça, tu es au niveau secondaire? Secondaire 2 et 3, exact, ouais. Puis, il y a plein de compagnies de Québec qui sont là maintenant depuis 4-5 ans. Ça a complètement explosé en termes de compagnies. Au début de notre événement, là, on va être à la 12e édition à Québec. Au début, on avait essentiellement les facultés de l'Université Laval qui étaient présentes et qui venaient tenir le fort pour présenter ce qu'ils faisaient. Ouais. Mais aujourd'hui, on a plein de compagnies qui veulent être là. Ben oui. Pour les gens, là, plutôt que juste des universitaires, si on veut, qui arrivent avec « Ouais, mais c'est notre projet de recherche. » Non, mais parle-moi du concret, genre, tu sais, qu'est-ce que ça va l'air? Exact, tu sais, l'EDARTEC est là, Optel est là, GSK, on en a parlé, mais Robotique est là. Fait qu'on a plein de super compagnies à Québec qui ont beaucoup de choses à montrer, que les filles vont comprendre où est-ce que ça s'en va, et puis leur donner le goût de partir une carrière là-dedans. Fait que c'est un peu... c'est mêlé. Moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui ont le goût de se faire connaître. On parle beaucoup de marketing employeur pour se faire connaître, pour être le meilleur employeur. Puis je pense que le mieux, c'est encore de se faire connaître un peu partout, puis par ses employés, de montrer que les employés sont heureux, puis ils ont le goût de montrer eux autres ce qu'ils font. Fait que... c'est la meilleure recette. Puis les jeunes vont le comprendre assez rapidement. Ils vont voir l'appétit que les employés ont à travailler là. Mm-hmm. Puis comment, avez-vous comme des chiffres de voir à peu près, y a-t-il plus une augmentation? Êtes-vous capable de savoir à peu près c'est quoi l'impact que vous avez ou c'est trop difficile à quantifier? Malheureusement, c'est trop difficile à quantifier. On travaille avec des mineurs, donc on n'a pas le droit de les suivre. En fait, chaque année, on est obligé c'est vrai. Comme d'effacer notre base de données. Notre base de données, Il y a moyen d'évoluer, puis il n'y a pas moyen de comme... Ben là, il y a une étude apparemment à l'Université Laval qui veut étudier l'impact justement de ces événements de sensibilisation-là. Puis on veut se mettre sur la liste pour qu'ils viennent étudier, notre clientèle, puis voir comment ça se passe. Bien. Mais on commence à avoir des animatrices d'ateliers et de kiosques qui sont passées par notre journée. Fait que là, on est très, très, très contents. Ça nous rajeunit pas, mais on aime ça. Oui, c'est sûr, mais c'est le fun de voir, tu sais, finalement, qu'est-ce qu'on fait, un impact dans la vie des gens, tu sais, ce qui est un peu, je pense un peu, qu'est-ce qu'on veut faire. Ben, exactement. Mais certaines personnes aimeraient faire. Puis, j'ai pas l'impression, tu sais, j'essaie d'avoir des gens justement au podcast, des femmes, puis c'est quand même plus difficile que je pensais de trouver des femmes en informatique, des femmes en AI. Il y en a qui ont des profils aussi vraiment intéressants, mais c'est que je connais beaucoup de gens en actuariat parce que j'ai fait mon parcours en actuariat. Fait qu'il y a plein de gens que je sais qui font du ML qui sont des femmes en actuariat, mais je veux pas juste avoir des actuaires parce que j'aimerais ça
comme... Varier les conversations. Ben exactement, là, pas trop être co-sanguin finalement, là. Mais j'ai quand même trouvé ça, j'ai été surpris. Là, tu sais, j'utilise beaucoup LinkedIn pour aller chercher des candidats. Puis c'est beaucoup plus petit que je pensais. Puis souvent, c'est souvent justement les profils plus sociaux qui sont présents. Je trouve ça un peu... je trouve ça dommage. Puis j'aimerais ça pouvoir... Ah ouais, il y en a quelques-unes, on se retrouve à cette journée-là pas mal. C'est pas mal toutes les mêmes, là, c'est ça? C'est pas mal tout le temps les mêmes, c'est clair. Il y a le Code des filles, qui était comme un sous-groupe de Canada's Learning Code. Oui. Qui fait la promo, où ils ont quand même une couple de filles qui sont bénévoles à l'intérieur de ce groupe-là. Fait que ça pourrait être un bon pool de recherche pour toi. J'en ai mis un peu dans ma liste, là. Mais oui, il y en avait une, je sais, qui était à Montréal, à l'ETS, je crois. J'ai oublié son nom, malheureusement. Puis c'est ça que j'avais remarqué, il y a ça. Il y a aussi, on m'a parlé aussi de Women and Machine Learning aussi, finalement, qui font les activités, puis tout ça. Mais en français, en plus, ça réduit encore plus le bassin, là, mettons, là, parce qu'il y en existe là, des personnes, mais en français à Québec. Mais on les cherche, mais la variété est intéressante, je pense, et puis la pluridisciplinarité, c'en est une, mais la variété en termes de ce qu'on apporte en tant qu'être humain aussi, c'est important, là, de différents horizons. Puis l'université est un beau bassin de diversité. Là. Je pense qu'à l'Université Laval, tu as du monde de tous les horizons et ça pourrait t'amener aussi... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent notamment avec le CRDM qui en tout cas des femmes, quelques-unes là, qui viennent du milieu de la santé, qui se sont mis aussi à l'EA. C'est souvent très fascinant aussi, surtout la santé, c'est qu'il y a des applications vraiment incroyables qui ont un impact assez réel sur la vie des gens, même la vie dans le sens je survis ou non à quelque chose. Là. Je sais qu'il y en a qui ont sorti, mais cette semaine, il me semble que j'ai vu passer ça sur les électrocardiogrammes, finalement, qui peuvent être capables de déceler s'ils vont avoir un arrêt cardiaque sur un électrocardiogramme, puis comme je pense que c'est 1 minute à l'avance, je peux exactement certain, ou 2, là, ce qui est quand même beaucoup, là. Surtout dans ce genre de contexte-là, chaque seconde compte pour dire t'es en vie ou non, puis finalement ça lance un warning, puis là, les intervenants sont capables de prendre action avant que le cœur fasse un arrêt total, finalement. Non, écoute, c'est clair. L'AI appliquée au réel, là, je pense que c'est l'avenir pour beaucoup. On est bien placés, nous, à Québec, pour ce type d'application-là, parce qu'on a un réseau tissé serré, les gens se connaissent, ils sont capables de se croiser à différentes places. Ça joue beaucoup la serendipity, qu'on dit. Serendipity. Ouais, c'est la capacité d'avoir... les occasions de se croiser puis de faire que tu vas te rencontrer puis qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ouais, je comprends. Si on se voit plusieurs fois, de finalement dire on collabore ensemble finalement. Ouais. Mais je sais que le CHU de Québec aussi, on commence beaucoup à se positionner sur les AI. Ouais. Avec Philippe Després, me semble, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Qui travaille très fort justement d'avoir finalement un pipeline de data qui est capable de passer pour être capable des données qui sont facilement utilisables. Parce que présentement, comme il disait, il travaille beaucoup avec des fichiers Excel puis des données faites n'importe comment, puis ils sont pas capables de rien faire avec ça. Mais comment justement vous positionner par rapport à il y a des gens qui sont réfractaires au changement finalement, puis est-ce que vous avez fait des actions pour essayer de briser un peu cette image négative là du changement du AI, etc. ou c'est pas un rôle que vous prenez? Je dirais qu'il y a pas tant de gens à convaincre que ça. Je pense que les gens sont convaincus, ils ont juste ils savent juste pas par où commencer. Okay. D'ailleurs, moi, j'ai un nouveau collègue chez Québec International qui travaille spécifiquement sur le virage numérique, la transformation numérique, plus spécifiquement pour le manufacturier, qui, je pense, fait partie des secteurs qui ont le plus de difficultés. Qui ont le plus de difficultés parce que ils sont loin de ce monde-là, ils sont puis ils savent pas par où commencer, puis c'est de leur montrer rapidement les petites victoires qu'ils sont capables d'avoir assez rapidement, qui leur permettent de comprendre. Parce qu'en fait, je veux dire, personne n'est contre la vertu et l'augmentation de ta productivité et de mieux trouver, pour mieux chercher, mieux trouver. Ouais. Mais le problème, c'est par où commencer. Puis souvent, c'est juste... Les gens sont pas réfractaires au changement, ils savent juste pas comment s'y prendre. Je comprends.
Ça peut apparaître comme une montagne, finalement, puis ça devient overwhelming, là, finalement. C'est ça, puis on n'entend que parler des espèces de gros projets qui ont coûté des millions d'investissements. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus simples qu'on peut faire. C'est ça, puis on a un tissu de PME, nous, dans la région, on n'a pas 50 000 entreprises de 500 employés et plus, là, il faut travailler avec notre écosystème. Exact. L'écosystème est à plus petite échelle. Tu sais, on parle beaucoup, justement, Ivado et compagnie qui font des projets ils ont Element AI qui vient de raise 200 millions. C'est ça. Bien folle, là, t'es comme, waouh, c'est beaucoup d'argent, mais c'est des entreprises qui sont multimilliardaires, qui s'en vont faire des projets là-bas, qui sont capables de dire, hey, on prend 200 millions, c'est comme s'ils prenaient 200 pièces puis j'étais dans le feu, puis on essaie des affaires. Mais ici, là, la petite PME, là, qui a 5 employés, il peut pas faire ça, là, 200 millions, il fera peut-être jamais ça dans toute sa production, mais fait que c'est faut finalement. Y a-tu des entreprises qui sont spécialisées là-dedans en consultation pour te dire comment partir un projet d'AI? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Ben, à Québec, en fait, nous, on essaye de le faire en attendant qu'il y en ait. Là. Okay. Mais il y a beaucoup de services conseils quand même à Québec en AI. Mais puis notre rôle à nous, c'est de faire connaître toute cette offre-là, puis le fait qu'il y ait des entreprises qui soient disponibles pour accompagner des entreprises de plus petite taille pour des projets peut-être au départ plus modestes, mais qui vont amener à une telle croissance que là, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Ouais. Puis l'objectif, c'est ça, c'est de faire quelques petits pas, puis de comprendre qu'est-ce que tu es capable d'appréhender. Puis ensuite, ben là, une fois que tu es sur ton aire d'aller, ben là, tu vas chercher du financement. On est à une époque bénie en termes de financement gouvernemental pour les entreprises qui veulent démarrer ça. Il y avait juste à peu près 3 appels à projets cet été sur technologie AI pour entreprises de divers secteurs. Même la Ville de Québec, je pense qu'il y en a un maintenant, là, présentement, un projet qui soulève, là. Quelque chose comme 50 000 de financement pour... Mais ça, c'est projet entrepreneurial. C'est pas nécessairement ciblé AI, par exemple. Mais je me trompe ou... Mais c'était le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui avait lancé cet été. Oui, c'est ça. Sur entreprises en démarrage, sur entreprises qui auraient un projet en AI. Y compris entreprises économie sociale. Fait qu'ils ont lancé 3 appels à projets cet été, non pas 1, mais 3 pour aller chercher. Fait que c'est beaucoup. Puis c'est pas des gros montants, mais en même temps, ils veulent pas que les gens commencent par le gros projet. Ils veulent qu'ils commencent petits puis qu'ils comprennent. Qu'ils se mettent à terme, finalement. Là, parce que des gros projets, des fois, c'est que ça peut partir en vrai assez rapidement. Tu sais, c'est souvent complexe, c'est souvent difficile d'avoir de la main-d'œuvre. Fait que si ton projet est ralenti en plus par ça, puis que là, tu as un gros projet, puis des deadlines, mais là, c'est très difficile à soutenir. Là. Puis c'est d'aller chercher l'engagement de tes employés aussi là-dedans, parce que si tout le monde n'embarque pas dans la même direction que toi, ben ça va à contre-courant, puis ça avance pas. Fait que des petits projets où les gens sont rassurés, ils comprennent où est-ce que ça s'en va, ils comprennent que conserver la donnée, puis l'utiliser par la suite, ben on est capable de gagner en vitesse juste après. Fait que là, ils appréhendent les paramètres et puis ils savent dans quoi ils s'embarquent la fois d'après, puis ils y vont volontiers. Fait que c'est cette distinction-là qui est importante. C'est pas que les gens veulent pas, c'est que ils savent pas... Ils savent pas à quelle porte frapper. En tout cas, je souhaite qu'on devienne la référence là-dedans, puis qu'après, il y ait tellement de monde qui soit sur la patinoire qu'on n'ait même plus besoin de le faire. Puis ça fait juste fonctionner tout seul. Exact. C'est notre rôle beaucoup en tant qu'agence de développement économique. Là. On n'est pas là pour concurrencer la consultation. On est là pour partir la machine, puis après, quand ça se fait tout seul, on fera autre chose. Exact. Exactement. Fait que le rôle, c'est vraiment ça. C'est vraiment de dire, écoute, selon ta taille, selon ton secteur, va frapper à telle porte ou à telle porte, ou encore à la porte d'un centre de recherche, ou d'un CCTT, Centre collégial de transfert technologique, qui sont peut-être des entités un peu plus petites, mais qui ont l'habitude de travailler avec l'entreprise sur des projets de 6, 12, peut-être même 24 mois pour les plus gros. Mais... ou même des MITAG, des choses comme ça aussi. Exactement. Mais c'est beaucoup de choses qu'on connaît pas. Là. Tu viens de nous parler CCTT. C'est ça, il y a trop de S. Là. J'ai jamais entendu parler de ça. Puis, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses, je pense, comme tu as raison, que c'est juste pas connu. C'est difficile. Que je sais pas qu'est-ce qui serait intéressant pour promouvoir ce genre d'événement. Pas ce genre d'écosystème-là. Parce que Rendez-vous AI accomplit une partie de ça, là, finalement. Ouais, une petite partie. On s'entend qu'on a essayé de circonscrire pour Rendez-vous AI. On est vraiment sur la rencontre de l'académique
et de l'industrie. Ouais, Puis on va pas dans je te pointe tel ou tel partenaire. Ça, on est clair. C'est ça. Puis même l'académique, mettons, c'est plus des académiciens qui viennent présenter parce que moi j'ai assisté, puis au niveau académique, c'était pas mon niveau, c'était plus un niveau, moi j'aurais pu présenter ça finalement. Fait que finalement c'est vraiment l'académique qui parle où est-ce qu'on est rendu. C'est ça, c'est vraiment la rencontre entre les deux. L'intersection entre tout ça, puis dire qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est possible de faire, puis qu'est-ce qu'on aimerait donc faire ici aussi. Ouais, ça parlait finalement un événement plus genre, on vous pointe un peu de qu'est-ce que telle personne, telle entreprise est capable de faire ou cherche, là, finalement. On est en train de monter ça un peu. Le rendez-vous hier, ça va être le 20 avril, mais le 16 avril, je suis en train de monter avec mes collègues du domaine de la construction puis du manufacturier 2 événements. Le numérique au service de la construction puis le numérique au service du manufacturier. Où là, on veut essayer justement de ramener ça beaucoup plus local et de dire par des cas d'usage de qui a fait quoi ici dans le manufacturier, qu'est-ce qui a été mis en place, puis regarde, c'était un petit projet au départ. Concept, puis finalement, exact. C'est intéressant. Puis qu'est-ce qu'en construction, le numérique peut apporter? Tellement. Mais tu sais, je peux voir, mettons, là on parle-tu, mettons, comme un ingénieur ou vraiment plus la construction de construire une maison? Construire une maison. Ah oui? Construire une maison. Puis aujourd'hui, il y a notamment au niveau de la conception, il y a tout le courant l'architecture, finalement, là, mettons? De la conception du bâtiment jusqu'à la maintenance du bâtiment. Fait que t'as une panne intelligente qui disent quand mettons ta pression à chute dans ta maison, c'est ça, c'est tout ce qui est bâtiment connecté, mais aussi quand tu as conçu ton bâtiment puis qu'il est suffisamment documenté, tu sais, il y a des projets capotés maintenant qui font que tu mets un casque de réalité virtuelle puis avant de percer le trou dans le mur, t'es capable de savoir où passe le tuyau d'eau. Pour vrai, on est rendu là? Ben oui. Mais pas ici, là. Malheureusement, mais ça existe. Puis c'est pas si inaccessible que ça. Non, parce qu'il suffit de documenter suffisamment ton plan, de le numériser suffisamment, d'avoir un niveau de précision suffisamment élevé. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on s'entend qu'un 2x4, ça fait pas toujours 2x4. Non, c'est ça. Mais tu sais, les espèces d'affaires que tu sonnes, là, ça marche jamais, on dirait. Mais là, si t'es capable de dire, mon plan, je sais qu'il est censé avoir directement ici, c'est vraiment intéressant. Puis il y a même aussi un projet à le Jardin des Méricis. Je sais pas si tu connais, en allant vers, sur la 20, en allant vers Rimouski. Les autres, ils ont construit une maison. Jardin de Métis, tu veux dire? Métis, c'est ça, exactement. Okay. C'est ça. Méricis, finalement, c'est juste. Ils ont construit une maison, finalement, où ils ont mis des capteurs partout, puis ils captent plein de données sur la maison pour voir comment elle résiste, finalement, avec autant changement de température pour rendre ça plus écologique, là, finalement. Exact. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est juste plate que j'ai pas remarqué que le projet a évolué tant que ça. J'ai pas vu des résultats de ça. Je pense que j'ai vu ça il y a 5-6 ans, puis j'ai pas vu de publication, rien suite au traitement des données. Puis, ça mériterait d'être plus connu parce que aujourd'hui, c'est une industrie qui travaille encore comme il y a 10, 15, 20 ans. Oui, ils ont des outils. Mais il y a tellement de choses disponibles qui se font ailleurs aussi. Tu sais, je veux dire, là-dessus, on est pas mal en retard sur l'Europe. Puis on peut profiter de ne pas avoir un héritage lourd d'investissement derrière nous, puis d'adopter aujourd'hui des bonnes pratiques directement des bonnes pratiques avec les meilleurs outils au monde. Fait que pourquoi on le ferait pas aujourd'hui? Fait que il y a tous ces enjeux-là, et puis on a des décisions qui sont prises aussi au niveau des donneurs d'ordre qui vont imposer sur certains projets, là, les grands projets, notamment l'hôpital de l'Enfant Jésus, ils ont imposé le BIM. Le BIM, qui est faut que je te trouve le mot. Building Information Management. Donc, c'est tout ce qui est numérisation de l'information. Tant qu'à refaire l'hôpital, on va le faire comme il faut. C'est ça. Très cool. Pour pouvoir, justement, avoir accès dès aujourd'hui à une simulation de ce que va être l'hôpital. OK. Pouvoir tester en conditions quasi réelles qu'est-ce que ça va être, circuler dans l'hôpital, les salles d'opération, comment ça va fonctionner, où est-ce que je mets les choses. Des équipes qui pensent à des choses, puis t'arrives comme, hey, on a mis à, et on a fait une maquette, non. C'est bien beau, non, mais là, on va le tester, on va le simuler. Parce que je me rappelle, une fois, j'étais allé à l'hôpital, puis il y avait une porte pour personnes handicapées, finalement, rentrer, mais elle rentrait dans la toilette.
Fait que la porte ouvrait juste pas au complet, fait qu'il ne peut même pas rentrer. C'est ça. Je sais pas c'est qui a pensé à ça, mais ça me dépasse qu'on fasse des projets d'envergure, qu'il y a des gens qui réfléchissent à des projets, mais pourquoi on le simule pas? C'est parfait ça. Je savais pas qu'il avait fait avec ça. C'est vraiment intéressant. C'est un gros projet en plus, c'est gigantesque. Ben, c'est ça, on s'entend que c'est des millions, fait qu'autant les investir intelligemment. J'espère. Fait que, mais si seulement ce genre, un minimum de ces recettes-là était investi quand tu construis même ta propre maison. Les avantages que tu as sur la durée de vie du bâtiment, sur l'efficacité énergétique de ton bâtiment, de pouvoir mesurer la quantité d'énergie dépensée. Finalement, de faire des simulations, de scénarios, de dire, comment je vais utiliser à peu près ma maison, parce que c'est ça qui est le plus difficile, finalement, c'est de l'aménager, de dire qu'est-ce que je pense que j'aurais besoin. Il faut tellement que tu penses à plein de choses que là, on pourrait simuler, faire des scénarios. C'est ça, puis c'est vraiment intéressant. Peut-être, je sais pas moi, tourner ta maison de quelques centimètres, de faire pivoter de quelques degrés ta maison pour que le soleil entre plus directement dans ton salon, puis de faire que tu as besoin de moins chauffer ta maison. Mais ça, si t'as pas pris le temps de modéliser suffisamment puis de simuler par rapport... Puis on a des outils aujourd'hui, là. On a des outils pour le faire, de savoir où le soleil il arrive par rapport à ton terrain. Je veux dire, c'est disponible librement sur Internet. Fait que pourquoi on n'en profite pas plus? Puis pourquoi c'est pas des pratiques qui commencent à être diffusées déjà par les entrepreneurs? Parce que ils y gagneraient à démontrer leur expertise aussi, de dire, écoute, on a fait telle étude par rapport au terrain, puis la position idéale du bâtiment, ce serait ça, puis finalement, sais-tu quoi? Tu devrais mettre tes chambres au sous-sol et pas à l'étage pour profiter d'un maximum d'ensoleillement dans les pièces où t'es dans la journée, plutôt que de les avoir au sous-sol où ce que t'auras moins de lumière. Puis où ce que t'es jamais. C'est de repenser les modèles classiques puis de dire, on fait ça depuis le début, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure méthode qu'on le fait? On le faisait parce qu'à une époque, c'était peut-être ça, mais il y a une époque où est-ce que le chauffage, ça monte, fait que tout le monde faisait les chambres en haut, fait que c'était pratique, mais là, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin? On pourrait le faire différemment. C'est ça, dans une période de réchauffement climatique, on est-tu mieux d'avoir des chambres au sous-sol où ce que t'as pas besoin de climatiser l'été? Exactement, ou de beaucoup moins climatisé finalement, parce que si tu veux que ce soit plus frais, tu pourrais le mettre, mais c'est vraiment moins pire. Oui, effectivement, c'est vrai. Ce genre de réflexion. Il y a des entreprises à Québec qui font ça? Il y en a. Il y en a qui commencent. Il y en a des allumés qui essayent de distribuer la bonne parole. Qui font partie notamment du créneau bâtiment vert et intelligent. Mais c'est une minorité. Là. Encore, malheureusement. Puis ils sont encore dans l'évangélisation. Puis ils regardent ce qui se fait ailleurs. Puis ils sont frustrés de ne pas pouvoir diffuser plus. Dieu merci, tu sais, il y en a une couple. C'est mieux 3 que 0, là, finalement. C'est ça. Mais je sais plus c'est qui m'avait dit ça, que elle, qu'est-ce qu'elle avait marqué? La personne venait de France. Puis elle dit, en France, il y a beaucoup d'applications technologiques dans les entreprises, pas beaucoup de recherche. Mais ici, vous avez une recherche énorme, mais pas beaucoup d'applications qui se font en entreprise. Puis il y a comme un pont, on dirait que c'est pas fait. Puis que là, vous essayez de faire le pont, mais que les projets ne décollent pas, on dirait tout le temps, ou que les gens sont pas encore assez réceptifs, finalement. Ou bien, comme tu dis, en fait, c'est dur, je sais pas comment commencer. Finalement, qui est plus probablement le problème derrière. Là. De comment que je lance ce projet-là, de dire, OK, je veux faire ça, je veux faire l'estimation de mon bâtiment, qu'est-ce qui serait optimal, mais qu'est-ce que je fais? Je commence, je vais voir qui, je fais quoi? Effectivement, ça peut être déconcertant aussi de savoir. Regarde, c'est. Puis là, nous, on est un peu des orienteurs, quelque part. Moi, mon rôle au quotidien, là, principalement, c'est de faire du matchmaking, c'est de trouver les meilleurs partenaires pour nos entreprises pour réaliser leurs projets, qu'ils soient en recherche ou qu'ils soient dans le privé, là, peu importe. Là. On veut que les projets se réalisent, puis on veut que les entreprises avancent. Fait que l'objectif premier, c'est juste celui-là, puis plus je sais qui fait quoi à Québec et plus ça me sert au quotidien, puis plus je m'assois avec mon collègue, je sais pas moi, qui est en santé et mon collègue qui est en construction, plus je fais des liens. Puis lui, plus il en fait aussi. Fait que, plus c'est facile, plus vous êtes performant. Exact. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est une belle occasion aussi de faire connaître un peu ce qu'on fait, puis de ce que les entreprises de Québec font. Puis qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi. Ben, c'est ça. Comment quelqu'un, mettons, qui est un étudiant qui serait intéressé par faire ça, pourrait maximiser ses apprentissages pour essayer d'être soit plus attrayant ou démarrer une entreprise comme ça? Qu'est-ce qui seraient les
aspects intéressants à développer? Ouais. Ou les compétences? C'est quand même assez large comme question. Là, ouais. C'est pas mal. Je vais aller plus précis. Disons, les compétences techniques sont intéressantes, mettons, actuellement. Ben, définitivement une formation en informatique. OK. Puis après, une spécialisation dans un secteur. Je pense d'arriver avec une expertise peut-être plus généraliste informatique et puis plus technique sur un secteur donné ou sur un marché donné, parce que l'opportunité, ça peut être aussi de fouiller du côté du marketing de ce secteur-là. Là. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire aussi pour se faire connaître. Fait que ouais, je pense que c'est comme une troisième langue, en fait, l'informatique, maintenant, me semble. Je pense que oui. Moi, je pense que c'est problématique qu'on ne fait pas d'informatique plus jeune. Je parle secondaire. Peut-être même primaire, commencer avec des jeux logiques, finalement. Ouais. Puis la logique va aider juste l'étude de la personne tout au long de sa carrière, en fait, de tout au long de sa vie, parce que ça, en tout cas, du moins, je pense. Les bases algorithmiques, là, ça va te servir toute ta vie. Exactement. Là, je suis sûr que je prêche pour ma paroisse parce que moi, j'aime vraiment la logique, les choses comme ça, mais il y a des gens que ça ne les rejoint pas, mais peut-être que des fois, juste d'en faire un petit peu plus pourrait les aider dans les mathématiques, les choses comme ça. Exact. Mais il y a des jeux, comme il y a un langage de formation qui est Scratch, finalement, c'est du click and go, tu dragues des affaires, puis tu fais faire des boucles, juste comprendre la logique itérative d'un processus. Je comprends, en fait, du moins, je comprends pas pourquoi on ne fait pas ça plus jeune. Moi, je comprends que moi, je l'ai pas fait parce que c'était pas courant, mais là, je comprends pas que le ministère de l'Éducation n'a pas des cours obligatoires d'informatique. Ouais, mais là, c'est le souci. Les professeurs sont souvent ils ont souvent des personnalités qui ont rapidement exclu les sciences ou les mathématiques de leur profil parce qu'ils sont allés vers l'humain et les sciences humaines. Et là, tu leur imposes quelque chose. Ben, c'est un sentiment énorme d'incompétence devant souvent un public déjà initié. Là, je veux dire, nos enfants, là, ils évoluent sur des tablettes, sur des outils informatiques électroniques depuis qu'ils sont tout petits. Puis d'amener le professeur dans un rôle qui démontre son manque de connaissances, c'est difficile. Fait que faire monter un professeur en compétences, quand tu lui demandes d'aller chercher justement des compétences qu'il a laissées de côté rapidement dans son cursus parce qu'il n'avait pas le goût de ça, en fait, c'est à eux qu'il faut donner le goût. Ouais. Puis il y a beaucoup d'acteurs qui le font. Il y a l'École branchée, qui est un groupe, en fait, qui est un magazine aussi, là, qui informe beaucoup sur toutes les nouvelles techno. Okay. Puis il y a des associations de profs en sciences et technologies au Québec qui font beaucoup la promotion des outils. Auprès des professeurs. Pour qu'ils essaient de plus les utiliser dans leur cours. Il y a un groupe aussi en informatique pédagogique à l'Université Laval aussi qui fait des choses intéressantes avec plusieurs écoles à Québec. Là. OK. Fait que, petit à petit, on va y arriver, puis aussi avec l'arrivée de professeurs plus jeunes aussi, là, qui sont peut-être plus allumés sur ces technologies-là, puis qui ont moins ce sentiment d'incompétence-là. C'est sûr que ça va aider. C'est sûr mais aujourd'hui, là, je pense que c'est la problématique de chaque parent de donner le goût à son enfant. D'aller se documenter là-dessus, de mettre des cours d'informatique, pas juste pour les personnes âgées maintenant en ville, mais pour les enfants aussi. Ouais, je comprends, ouais. Tu sais, lors de la semaine numérique, il y a des événements comme ça dans les bibliothèques et dans le réseau Bibliothèque Québec pour vraiment faire connaître ce que le numérique apporte au quotidien. Là. Okay. Puis il y a des initiations à l'informatique, ce genre de choses. Là. Ah, c'est cool, je savais pas ça. J'ai un professeur avec qui je travaille beaucoup en actuariat, Vincent Goulet, qui avait fait ça justement. Il y avait une conférence qui était tenue R à Québec, qui était un langage de programmation, puis par la bande, j'avais dit je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de cours d'informatique, puis on avait décidé de monter une petite formation finalement où est-ce qu'on montrait c'est quoi les étapes initiales de machine learning, fait que travaille avec le dataset analyst, qui est les numéros, puis on appliquait une PCA, analyse en composante principale. Okay. Finalement, qui réduit la dimensionnalité, fait qu'on a une image de 28 par 28, je pense, me semble, puis on la réduit sur un 7 sur 7 par 7, puis on maximise l'information qu'on a dans cette nouvelle image-là pour être capable de sortir les traits importants. Puis, tu sais, là, ça, c'est la définition qu'on... Sur moi, on explique qu'on monte un petit peu les maps et tout. Puis, il y a eu une
trentaine d'étudiants, puis le monde a trippé parce qu'ils l'appliquaient directement. Puis ils comprenaient les principes de compression de l'information. Exactement. Puis là, finalement, c'était juste de. Tu sais, puis là, on le montrait, puis là, ils faisaient manuellement, puis tu peux même arriver avec un chiffre. Là, ça n'a pas tout fonctionné, mais tu peux leur donner un chiffre, finalement, au logiciel qui. Sûrement au logiciel qui faisait, puis ça leur disait c'était quoi, puis après ça, ils peuvent arriver à la maison, puis dire, hey, regarde ça que j'ai fait à ses parents, puis dire, je rentre le numéro 7, une image de numéro 7, je peux même le dessiner moi-même, le rentrer, le numériser, puis le mettre dans l'ordinateur, et il va me dire c'est quoi le chiffre. Fait que là, c'est vraiment s'approprier toute la matière. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, puis que, tu sais, finalement, si je pense que c'est le genre de choses que moi, personnellement, jeune, avoir vécu, je serais allé faire de l'informatique pour un hôpital. Tu sais, ça m'a pris vraiment du temps de trouver ce que je voulais faire parce que on me présentait pas ce genre de choses-là. C'était des foires d'information, puis là, ils te présentent des emplois, t'es pas trop sûr c'est quoi quand même, tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, t'es jeune, tu prends des décisions pour ton cégep qui vont impacter toute ta vie entière. Exact. Mais même à ton secondaire. Oui, tu prends des décisions en secondaire 3 qui vont impacter toute ta vie après. C'est tôt. Me semble c'est tôt. C'est vraiment trop. Mais j'ai trouvé que dans mon parcours, je trouve que le cégep était plus comment dire, j'arrive pas à définir le bon mot là, mais sans pitié. Que si je coule un cours là, je m'en fous là, tu le refais, je remplace pas ta note. C'est ta cotère, tu la gardes à vie. C'est pire qu'un contrat. Ouais. C'est un contrat à vie finalement. Puis c'est un tatouage que tu vas garder toute ta vie sur toi. Exactement. Puis qu'il y a des gens que j'ai côtoyés qui m'ont dit ben, j'aimerais ça faire ça, je peux pas, j'ai pas la cotère pour le faire. Parce que en première session, je savais pas trop ce que je voulais de ma vie, je niaisais un peu à l'école, j'ai eu des moins bonnes notes. Puis finalement, même ma cotère n'était pas assez bonne. Puis pour l'effacer, il faut que j'attende 5 ans. Mais non, ça n'a pas de sens. Là. Ouais. Puis à l'université, on arrive, on dit tu coules un cours, refais-le, j'efface ton ancienne note. Je laisse dans ton bulletin, tu l'as coulé, mais je te donne ta nouvelle cote, puis c'est avec ça que je calcule ta moyenne. Il y a quelque chose que je comprends pas dans ça, puis qu'on met beaucoup de responsabilités à des jeunes qui vont avoir un impact sur l'entièreté de leur vie, alors qu'ils sont peut-être même pas en âge de comprendre que ça a un tel impact. On leur laisse pas boire, mais on leur dit de choisir sur l'entièreté de leur vie. Il y a quelque chose d'incompréhensible là-dedans. Là, tu n'as pas le droit légalement de boire, mais tu as le droit de prendre une décision qui va impacter toute ta vie. Et ça marche pas. Ouais. Je trouve quelque chose d'inconsistant là-dedans. Là. Ah ouais, non, ça c'est un gros enjeu là, de permettre la réorientation. Mais on s'entend que, en tout cas, moi, en tant que Française arrivée ici au Canada, lors de mes dernières années d'études, j'ai trouvé qu'ici, il y avait beaucoup de souplesse. Là, le système français est encore plus... on a dit qu'il est encore plus rigide. Est encore plus rigide. D'avoir là. deux profils, t'es comme, non, qu'est-ce que tu non, fais? c'est ça, tu choisis une fois, là, puis c'est ça. Puis tu t'arrêtes pas, là. Non, parce que si tu t'arrêtes en cours de route, là, puis c'est fini. Le marché de l'emploi, il est quand même différent, je pense, en Europe. Mais pas juste le marché de l'emploi. En éducation, c'est vrai. En éducation, tu dis pas « Ah, je vais m'arrêter une année, puis je vais aller faire le tour du monde ». T'oublies ça, là. Tu continues tant que tu peux, parce que sinon, tu te fermes les bourses, tu te fermes l'accès à certains programmes. Fait que, tu sais, il y a la souplesse, là. Mais en France... ils ont lancé un projet qu'ils ont appelé la Nouvelle École du numérique, notamment avec l'ouverture d'une école qui s'appelle 42 à Paris. 42 comme le chiffre magique dans c'est quoi celui de l'univers, la question de l'univers, quelque chose comme ça là. C'est ça. Classique, tout le monde, c'est ici que je mets tout le temps en plus en informatique. Puis c'est apprentissage par toi-même, là, à ta vitesse, puis par le père. Exactement. Fait que là, tu viens, tu as un cursus, puis t'as des milestones à faire. Ah ouais, c'est cool. Puis ça ouvre à Québec l'été prochain. Ah ouais? Fait que c'est porté par Québec numérique, qui est une association à Québec qui fait la promotion du numérique. Puis eux, ils ouvrent 42 Québec en juin prochain. Ça va être une formation. Ça va être la même formation qu'à Paris. Il y a eu différentes licences qui ont été approuvées par 42 parce que c'est pas n'importe qui est capable d'ouvrir une école 42 partout dans le monde. Là. Il y en a quelques-unes. C'est correct. Là. Puis l'objectif, c'est d'apprendre à ta vitesse, d'apprendre à coder finalement et à programmer et à mener à bien des projets par toi-même. Apprentissage par les pairs aussi, parce que c'est beaucoup de travail d'équipe qui est encouragé. Et c'est arrivé avant et sans diplomation. En fait, c'est arrivé en France, out of nowhere. Puis c'est le système éducatif qui s'est ensuite adapté à ça. Fait que là, ils ont comme approuvé la certification qui était donnée par ces écoles-là, parce qu'après 42, il y en a eu d'autres. Il y a eu les Epitech, qui est un autre réseau d'écoles du numérique, puis il y en a eu encore d'autres qui sont arrivés après. Mais ça a ouvert la voie
à des nouveaux profils, des gens qui avaient fait leur carrière ailleurs, puis qui n'avaient pas le goût d'aller s'asseoir sur un banc d'université. Mais là, qui peuvent le faire. Mais là, qui peuvent le faire à leur vitesse. Puis souvent, les gens vont pas mal plus vite parce qu'ils ont le goût. Ils sont motivés, ça y est, ils ont découvert ce qu'ils voulaient faire. Puis ils peuvent choisir un peu plus qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi. Tu sais, les cours que j'ai fait, je me tente pas tant de faire ça puis d'apprendre ça. Mais il y avait aussi, justement, il y a un site web en France qui est le site du zéro, là, c'est son ancien nom. Là, puis finalement, c'est une école en ligne. Puis ça faisait. Il a commencé comme en 2000, la personne, j'oublie son nom, je trouve ça dommage. Puis il s'est battu longtemps justement pour avoir une certification, pour avoir une diplomation à la fin. Fait que j'imagine que il a pavé un peu la voie pour ce genre de choses-là. Puis que les gens étaient plus réceptifs à ça. Là, que finalement, il y a des cours en ligne, que c'est des gens qui les font, qui les montrent, souvent des spécialistes du domaine qui montrent le cours. Puis j'ai appris tellement d'affaires avec ça. Là. Mon premier langage de programmation, je l'ai appris avec ce site web. C'est ça. Tu vois, c'est une belle démo que tu es capable de le faire toi-même. Puis 42 Québec va être gratuit aussi. Très cool. Ça va t'amener à une diplomation, une certaine forme de diplomation, ou c'est vraiment juste des cours pour l'intérêt du cours? Tu valides, c'est ça. Tu valides ta formation 42. Là. C'est comme... Mais en soi, ça parle... Ça parle pour comme un diplôme. Là. C'est recherché beaucoup actuellement, à tel point qu'il y a à peu près 3 fois plus de gens qui mettent qu'ils ont fait l'école 42 sur leur CV que de gens qui l'ont fait. Là. c'est... je comprends. Ouais. Mais c'est quand même bien parce que là, c'est comme juste d'apprendre pour apprendre finalement. Puis ça peut être des gens. Tu sais, je me rappelle d'un événement qu'on avait fait avec Meetup Machine Learning Québec. Où est-ce qu'on avait. Il y a des personnes qui s'intéressaient vraiment au machine learning, voulaient en faire, mais ils ne savaient pas par où commencer, ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont venus, on avait fait un genre de journée hackathon, là, mais je ne vais pas appeler ça hackathon parce que c'est brandé. Là. Mais finalement, où est-ce qu'il venait, on se dit un problème, puis il dit on apprend à programmer un peu n'importe où, on lit des affaires, mais là, c'est que tu pourras avoir un cursus plus clair de dire, hey, si tu veux apprendre, te rendre jusque-là, t'as telle étape, un peu comme Code Camp, Code Academy, des choses comme ça. Mais là, tu peux y aller plus physiquement, puis collaborer avec des gens, puis dans l'environnement, puis surtout en français aussi, là, qui peut être des fois une barrière à l'entrée là, pour certaines personnes. Exactement. Exactement. C'est plus facile. Là, la plupart des outils vont être en anglais, pareil, là. Même si ça vient de la France. Là. Ils sont quand même en anglais aussi. Ben, tu sais. C'est un petit peu dommage. Là. Ben, les autres, à Paris, on parle anglais, là. C'est bien connu. Aussi, effectivement, oui. Mais c'est quand même bien aussi d'avoir des fois juste un lieu pour se retrouver puis d'échanger avec des gens avec qui tu as des intérêts communs. Et finalement, le Meetup Machine Learning Québec, l'idée c'était ça, c'est de recouper des gens qui avaient des intérêts communs ensemble puis d'échanger ensemble puis d'essayer de finalement de pas briser la solitude, mais d'avoir du fun ensemble. Mais c'est ça. Mais puis on revient à pourquoi Québec, là. C'est qu'ici, on dit souvent que Québec est un village. Là, c'est un gros village. Mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est que, tu sais, toi et moi, on n'a pas mis longtemps à pouvoir se rencontrer puis à se rencontrer d'abord sur LinkedIn, mais c'est pas compliqué. Rendez-vous IAM. Fait que, tu sais, les occasions sont quand même assez faciles à trouver. Fait que cette richesse-là de pouvoir rencontrer ton prochain partner d'affaires à une activité, commencer à jaser, puis à partir. Les étudiants qui viennent présenter leur affiche pour le rendez-vous IA, il suffit de pas grand-chose. Ils viennent de présenter leur recherche. Il suffit de pas grand-chose pour rencontrer un futur partenaire, un employeur potentiel. Fait que c'est facile de trouver des moyens de se rencontrer. Fait que, puis c'est ça, 42 va être encore une autre place pour pouvoir permettre ce genre de choses, d'aller rencontrer tes futurs employés, de pouvoir aller recruter là-bas. Ça va être où, juste? Ils sont pas encore trouvés les locaux. Ils sont en train de chercher très activement parce qu'il y a des paramètres à ça, hein, de pouvoir être ouvert 24 heures sur 24 pour que les gens, s'ils veulent aller travailler en pleine nuit, il faut qu'ils puissent le faire. OK. Fait que, tu sais, c'est ce genre de paramètres-là qui n'est pas évident à trouver. Là. Ils ont un beau petit casse-tête à trouver le lieu qui va être suffisamment grand pour accueillir tout le monde, accessible, pignon sur rue, etc. Là, ces enjeux-là. 42 à Paris, c'est quand même assez gros là, maintenant. Là. C'est Xavier Niel qui l'a parti. Xavier Niel, c'est l'ancien président de Free. En fait, c'est encore le président et le fondateur de Free. Je connais pas. Qui est une grosse compagnie d'Internet en France. Là. Okay. Ceux qui ont cassé tous les prix d'accès à Internet et à la téléphonie. Ici, là. Parce qu'on aurait besoin, je pense. La densité de population n'est pas tout à fait la même. Là. Je pense que si... C'est l'excuse qui dit, mais je sais pas si c'est si valable que ça. Ben, je sais pas. Moi, je me dis que si on avait été un marché suffisamment valable pour eux, ils seraient peut-être venus. Peut-être.
Mais je pense qu'il y a des gros acteurs déjà, fait que c'est difficile, là, mais tu sais, oui, en tout cas, on se divers. On refera pas l'histoire du télécommunication lui, ici. finalement, c'est un propriétaire qui s'est dit, ben regarde, il y a un besoin d'informatique, puis je vais créer l'institution. C'est ça. Moi, je peine à trouver du monde. Ben, je vais créer mon école, puis je vais le faire. J'aime ça, des gens comme ça qui finalement disent, il y a un problème, là, ben au lieu de chialer, pleurer, ben je vais régler le problème moi-même, puis ça va juste être bon pour moi-même. C'est sûr il crée d'une certaine façon sûrement des gens qui vont pas nécessairement travailler pour lui, mais si tout le monde contribue à ça, tout le monde va juste échanger les personnels, puis à un moment donné, ben, il va revenir, puis je vais pouvoir l'utiliser, j'aime pas le terme, mais valoriser de qu'est-ce que j'ai. Exactement. C'est très cool. Fait qu'on espère, qu'ils vont trouver bientôt leurs locaux puis qu'on va pouvoir commencer à recruter. Exactement. Mais ça serait le fun aussi d'avoir quelque chose de similaire pour le machine learning. Là. C'est quelque chose que... Ben, ils ont une partie qui veulent... Ils veulent en faire aussi? Ouais. OK. Ça prend intéressant parce que c'est quelque chose que moi... Ils vont chercher des formateurs, peut-être? Des formateurs, peut-être. Il y a Nicolas aussi. Mais moi puis Nicolas Garneau, là, finalement, que je pense que tu connais aussi un peu. Il a présenté aussi un rendez-vous. Non, okay. Non, je pense pas. Non, il a présenté un autre événement dans la semaine numérique. Okay. Puis, sur les fake news, finalement. Les articles, tout ça. Là. Puis, on avait pensé à faire ça. Ben, on est étudiant, c'est difficile aussi, là, mais d'avoir une espèce de ML Hub, une place où les gens peuvent se réunir pour pouvoir avoir accès à des ressources, accès à des gens, puis collaborer sur des projets ensemble, physiquement ensemble. C'est quelque chose qu'on a pensé mettre en place, là, qu'on pense vraiment mettre parce que ça serait intéressant finalement. On va chuchoter que l'Université Laval pourrait avoir un tel lieu aussi, ce serait le fun. Ça serait vraiment génial aussi. Permettre à ces étudiants qui sont déjà formés dans différents secteurs de pouvoir avoir cette compétence supplémentaire-là. C'est une très bonne idée, pour vrai. C'est un bon ajout, mais l'université, j'avais essayé aussi comme d'avoir des projets, puis des fois, il manque de locaux présentement. Puis c'est ça qu'on me dit, puis c'est normal, parce que c'est une université qui est quand même... Il y a 50 000 étudiants. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement physiquement à l'université, par contre, mais ils ont un problème de logement, d'espace, parce que là, ils refont le Pouliot, le Vachon, ils refont ci, ils refont le Deconner, fait que là, tout le monde se pitche partout, là, depuis 10 ans encore, là, fait que c'est une excuse qui dure depuis 10 ans, mais ça serait effectivement intéressant. Je vais regarder ça, voir si je peux approcher des gens. On va regarder ça de notre bord. Ouais, ça peut être intéressant d'aller, madame, aller voir la doyenne, puis dire, on a une idée là, pour toi. Tu parles bien du multidisciplinaire, finalement. C'est un des plans, d'action. C'est ça. Puis il y a plein de projets de ce type-là. Avec Genius, en particulier, en collaboration entre la FSA et la Faculté de sciences et génie. Là, c'est vraiment cool, justement, ça. Là. C'est des beaux projets en plus qui mettent à terme. Là. Ouais. Qu'est-ce que j'avais vu? Là, il y en avait un, justement, c'était pour les pharmaceutiques. OMI? Ouais, exactement ça. OMI, oui, exact. Rachel, qui est une des cofondatrices, participe avec nous à l'organisation du duo Les filles et les sciences aussi. Oh, très cool. Ça, elle étudie en pharmaceutique, je pense. Biologie. Quelque chose comme ça. Puis là, ils font de la pharmaceutique, puis ça collait, je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle faisait par contre, mais j'avais déjà vu, puis j'ai trouvé ça très nice qu'est-ce qu'il faisait. Finalement, visuellement, tu peux voir sur ton image qu'est-ce que ça allait faire les maquillages. C'est très intéressant. Là. C'est de la genre de réalité augmentée, là, finalement. Ouais. Mais projeté avec du machine learning en arrière. Non, il y a plein de beaux projets. Oui, il y en a vraiment plein, c'est pour ça. Puis on pourrait parler encore des heures de ça. Exactement. Mais là, ça fait déjà 1 heure qu'on est ici. Y a-tu une dernière chose que tu aimerais parler? Quelque chose que tu trouves important de mentionner? Je pense peut-être de mentionner que je pense qu'à Québec, il y a des ressources pour beaucoup des besoins de nos entreprises ici locales qui ont un peu tendance à rapidement se diriger vers Montréal. Je pense que Québec est très complémentaire en termes de ressources et de compétences avec Montréal, puis il y a des belles collaborations qui se font entre les deux. Oui, puis ce serait... les BADO puis le CRDH sont beaucoup alliés, au lieu de se battre contre, finalement. Là, on n'est pas les uns contre les autres. On est trop petits pour être les uns contre les autres. Puis ça donne... Il n'y a personne qui va gagner là-dedans. Là. Exactement. On se bat déjà à l'international contre des centres urbains qui sont gigantesques, Seattle, la Silicon Valley, que pourquoi est-ce qu'on ne mettrait juste pas se mettre ensemble? Exactement. C'est juste 2h30 de route entre les deux. Ouais. Fait que, tu sais, l'idée, c'est un peu ça, c'est de dire à nos entreprises, venez cogner à notre porte ou à la porte de l'Université Laval, puis essayez de parler à quelqu'un, trouver quelqu'un sur LinkedIn qui va peut-être être en mesure de vous dire avec qui va être votre meilleur partenaire. Fait que c'est...
plutôt que d'aller directement chercher à Montréal, où ils sont déjà débordés, puis d'ailleurs, ici aussi, les gens sont débordés, mais c'est un beau problème, là, quand on va voir que tout le monde est débordé, ben on va aller chercher d'autres ressources ailleurs. Là. Fait que, LinkedIn, ça fonctionne bien. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent souvent, puis j'ai pas nécessairement le temps de le faire, mais je les dirige vers les ressources, où je leur dis, attends, il y a peut-être la prochaine qui... Tu sais, j'ai la RAMQ qui m'a approché aussi, puis finalement, tu sais, j'étais allé solliciter des gens dans mon entourage que je sais qui pourraient être intéressés par ça. Ça l'a pas nécessairement donné quelque chose, mais j'ai au moins essayé, puis j'essaie de l'aider à ma façon finalement dans son projet, parce que je peux pas travailler 40 heures, mais je crois que ça fonctionne bien. J'ai des collègues aussi qui se font solliciter souvent, puis des projets plus intéressants que d'autres, que des fois t'es comme, ça là, j'ai envie de le faire, fait que je pense que je vais investir du temps, là, et de pas juste... de pas te demander en se disant c'est sûr qu'ils sont trop occupés. Là, c'est ça, puis d'essayer. Des fois, la petite idée là, que tu as, regarde, il me semble que telle application qu'on a chez nous, là, on pourrait faire mieux si on mettait une couche d'intelligence artificielle. Ben, peut-être c'est pas la bonne idée, peut-être c'est juste plus facile à résoudre autrement. Mais au moins, on peut-tu explorer la possibilité de le faire? Fait que ça, c'est de pas hésiter, en fait, de pas hésiter à contacter quelqu'un dans le réseau. On se connaît tous, là, plus ou moins. On est tous à 1 ou 2 degrés de se côtoyer, fait que c'est pas compliqué. Fait que plutôt que de courir ailleurs, voir s'il n'y a pas une firme internationale pour laquelle on sera juste un numéro, ben d'essayer de trouver à proximité. Là, je pense qu'on a toutes les ressources ici pour faire les plus beaux projets là, qu'on va pouvoir après aller showcaser ailleurs. Ouais, exact. Tu dis, nous autres, on est cool. Là. Ouais, mais on a des beaux projets. Là. Oui, définitivement. Il y a des projets qui sont vraiment, vraiment intéressants. Puis, tu sais, la collaboration, finalement, aussi, va être payante. Puis, comme tu dis, si on se connaît déjà, c'est toujours plus agréable de collaborer avec des gens que tu aimes collaborer avec aussi. Ouais. Tandis que des fois, des grosses compagnies de consultation, tu es effectivement un numéro où tu vas vraiment avoir la juste valeur de pourquoi est-ce que tu payes. Des fois, je me le demande. Finalement, c'est juste biller des clients pour eux autres. Là. Exactement. Des très grosses corporations multimilliardaires, là, pour eux autres, t'es un numéro. Puis ben, c'est ça. Ils s'en foutent, là, mais c'est une approche qui est différente. Là. Exactement. Puis il y a besoin... En fait, on est vraiment dans le sur-mesure. Là. On est dans le monde du sur-mesure. Oui, effectivement. On est rentré dans cette ère-là du sur-mesure pour toi. Fait que faut arrêter d'aller chercher du one size fits all ailleurs. Ouais. Finalement, c'est ça. Ben, c'est comme dire, c'est bien beau en des fois c'est pas cher, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Ou est-ce que ça va répondre à tous tes besoins? Ou est-ce qu'il va falloir que finalement, à l'interne, tu dépenses l'argent pour leur fitter, leur casser un peu, puis finalement, ça marche pas plus. Fait que des approches, des fois, in-house, c'est intéressant aussi. Là. Ouais. Il y a des... in-house, mais en allant chercher les bonnes ressources. Oui, c'est ça. Parce que in-house, ça peut se faire tout croche aussi, définitivement. Là. C'est dangereux, ça, de dire, regarde, on va le faire nous autres mêmes, là, on est capable. Mais va donc chercher le petit coup de pouce qui va faire que tu vas le faire plus vite. Ou du moins, réfléchis bien à ton affaire avant de le faire, ou va chercher les ressources pour les emmener à l'in-house, puis de faire quelque chose qui a de l'allure. Finalement, de pas se lancer, puis de juste, il va, puis là, d'arriver à la fin du projet, de dire, mais ça donne absolument rien, fait qu'on lâche tout. Fait que tu peut-être dépensé d'argent inutilement, mais de bien réfléchir à ces affaires. Je pense qu'on est dans une époque parce que l'AI apporte beaucoup l'automatisation. Exact. Donc, on peut arrêter de faire des tâches monotones, plates, puis de prendre vraiment les capacités, même c'est important, de collaborer entre nous, puis de réfléchir, puis d'avoir des idées, puis de dire, ça, on pourrait faire quelque chose de cool, puis de mettre en place qu'est-ce qui est nécessaire pour le faire, puis de laisser les trucs plates à un ordinateur le faire. Des affaires de chatbot, là, c'est vraiment intéressant parce que tu automatises des choses que peut-être des humains qui pourraient faire des choses plus intéressantes que je te réponds à des messages, finalement. Ça, tu peux dire, de répéter pour la ligne une fois, on est ouvert de 8h à 5h. C'est ça, on peut l'automatiser. Puis exact. Facebook fait de plus en plus ça, finalement, avec les pages Facebook, parce qu'il y a des messengers qui apparaissent, puis donnent des informations, des questions pour formater. Mais, il y a encore du travail à faire, des choses intéressantes à aller chercher à ça, puis de valoriser des profils sur d'autres choses, finalement. C'est ça, puis te donner des projets intéressants à tes employés. Là. Je pense que ça fait partie des enjeux de bien des entreprises, là, de pouvoir garder tes employés allumés et motivés. Là, ben, c'est le fun d'avoir des beaux projets. C'est plus intéressant pour ta compagnie. En tout cas, du moins, je pense, pour ta compagnie. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent différemment, hein, mais... C'est pas à eux qu'on s'adresse. Exactement. On essaie de s'adresser à eux pour qu'ils nous écoutent et qu'ils le fassent, finalement. C'est ça. Y a-tu un livre que tu recommanderais? As-tu un livre dernièrement ou un article ou quelque chose d'une vidéo que tu as vu dernièrement qui t'a fait « Hey, ça serait intéressant de le partager ».
Si t'en as pas, c'est correct aussi. Bah écoute, ça me pop pas là. Pas là, c'est correct. J'en ai pas tout le temps non plus on the fly. Ok, bon, tu me rassures. C'est correct. J'ai pas le temps de lire suffisamment à mon goût. Ok, ou une personne qu'on devrait suivre peut-être, sinon... Une personne qu'on devrait suivre, c'est une bonne idée. Tu sais, mettons, moi je suis beaucoup Yann LeCun sur Facebook, je trouve que c'est extrêmement intéressant de le suivre, puis tu sais, c'est un des pères fondateurs du deep learning, puis maintenant il est rendu à une époque où est-ce qu'il peut philosopher sur l'AI, puis c'est extrêmement intéressant de le suivre parce que c'est pas des réponses formatées, c'est vraiment de la réflexion philosophique. Oui, ben il y a Andrei Burkov de Gartner qui a souvent des posts super pertinents. Effectivement, puis sur LinkedIn aussi, tu sais, il publie un premier livre, puis il fait son deuxième. Effectivement, c'est vraiment quelqu'un aussi intéressant à suivre. Puis qui apporte aussi un éclairage très humain, je pense, sur les technos. Oui, effectivement, c'est vrai. Puis il est quand même très actif aussi, fait que c'est intéressant de le suivre. Là. Puis c'est pas juste des affaires professionnelles. T'sais, en fait, c'est souvent même pas professionnel axé sur son travail chez Gartner, mais plus sur sa passion qui est l'apprentissage machine, etc., toutes ces compagnies. Exact. Je vais leur recommander de le suivre. Ça serait une bonne chose. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci.